Chères curieuses et curieux, votre attention s'il vous plaît, car le sponsor du jour n'est pas une multinationale surpuissante, mais bien un petit commerçant qui a eu une idée que je trouve particulièrement astucieuse. Tellement que j'utilise moi-même ce service. Est-ce que je vous ai déjà dit que le sponsor du jour était astucieux? Je sais que nombre d'entre nous adorent les mangas. Et c'est mon cas. Sachez par exemple que pour moi, l'œuvre de fiction absolue, tout support confondu, c'est-à-dire l'œuvre que je préfère parmi les films, les BD, les trucs et tout ce que vous voulez, mais c'est un manga. C'est un manga qui s'appelle Gun, qui est en 9 tomes, la première traduction si possible, hein, si jamais ça vous est curieux de savoir de quoi je parle. Et j'aime tellement ce manga que je continue à lire sa suite, alors que sa suite est toute pourrie. Et avec ça, il n'y a qu'un tome qui sort tous les 3 ans. Du coup, la plupart du temps, quand je vais en magasin, je suis déçu parce que soit le tome est pas sorti, soit il est sorti et il est merdique. Eh bien sachez, curieuses et curieux, que tous ces petits soucis ont été réglés par le sponsor du jour, le bien nommé Abomanga. C'est pas de l'humite. Abomanga.fr est une librairie française en ligne qui propose depuis 2 ans maintenant des abonnements BD et manga personnalisés, livrés chaque mois en France et en Europe, et même au-delà de tout horizon connu, comme par exemple ma Belgique lointaine. Le service est simple, lisible et sans contrainte. Alors là, prendre un abonnement, ça se fait vraiment en 3 clics. Vous choisissez la BD ou le manga qui vous intéresse, alors vous renseignez à partir de quel tome l'abonnement doit commencer, le premier, le 15e, hein, c'est au choix. Et vous choisissez aussi combien vous voulez recevoir par mois, hein, histoire de pas vous ruiner. Et c'est tout. Régulièrement, vous recevez vos tomes à la maison, comme ça, tranquillou pipou. Et pour modifier ou résilier son abonnement, un simple mail suffit. Pas de préavis, pas de délai, pas d'engagement. Et c'est quand même cool quand c'est pas une multinationale qui fait le sponsor. Et comme ils sont vraiment sympas, avec le code Monsieur Sam, MRSAM, les frais de port sur les 2 premières expéditions sont ramenés à 1 centime, et ce jusqu'à la fin de notre belle année 2022. Ce code restera valable au-delà et sans limitation dans le temps, mais ne donnera plus que droit à 5% de remise sur tous vos envois. Enfin, les frais de port. Allez-y, offrez-vous ou offrez à un de vos proches un abonnement à une série manga ou à une BD. Et j'ai d'ailleurs un argument imparable pour vous motiver à passer par eux. Ils avaient envie de faire une vanne avec le code promo, ils voulaient que ce soit Aberkan, le code promo. Eh mais je vous l'ai dit, ces gens sont des bons gens. Merci Abomanga d'avoir sponsorisé la vidéo du jour, et merci aussi pour mes propres abonnements, parce que moi aussi j'en profite. Mars 1990, Madrid. Un homme est sur son lit de mort au crépuscule de sa vie. Et il le sait. Pétri de haine, il tente une ultime fois de terroriser sa fille en lui affirmant que même par-delà la mort, il continuera à lui rendre la vie infernale. Ces cruelles paroles furent gravées dans le cœur de la pauvre femme qui ne put jamais les oublier. Et directement après la mort du patriarche, c'est sa petite fille, Estefania, qui commence à entreapercevoir ça et là de longues silhouettes noires menaçantes. Très rapidement, des crises se déclarent, et tout porte à croire que nous avons affaire à un phénomène de possession. Dans un moment de lucidité, Estefania avouera que tout a commencé suite à une séance de Ouija. Oui, la Ouija, cette célèbre planche qui permettrait, selon ses prétentions, de communiquer avec l'au-delà. Une séance qui, vous allez le voir, a très mal tourné. La Ouija, un objet d'apparence anodine qui est pourtant présent dans notre culture depuis plus de 130 ans. Qui porte dans son histoire de nombreux récits effrayants, voire mortels. Mais avant d'y croire, juste parce que c'est convaincant, et de le répéter à tout le monde, on vérifie. 14 août 1991, un an plus tard. Estefania a 19 ans. Elle est à présent internée dans l'hôpital général universitaire Gregorio Marañón, situé dans le quartier d'Ipiza à Madrid, toujours en Espagne. Et ça fait des mois qu'elle passe d'hôpital en hôpital, dans le vain espoir de comprendre de quoi sont faites ces crises. Et ce jour-là, après des heures de cris et de convulsions, la jeune fille décède d'une insuffisance cardiaque et pulmonaire sous le regard terrorisé de ses parents. Dès le lendemain, la vie de cette pauvre famille se transforme en cauchemar.
cauchemar. Pendant plus d'1 an, les manifestations paranormales vont s'enchaîner à un rythme effréné. Des voix de fillettes qui crient maman depuis la salle de bain. Les draps de la chambre de la jeune fille qui sont projetés au sol. Et des rires gloussants de vieilles femmes entendus dans le couloir. Des bruits de poings dans les murs. Les portes qui s'ouvrent toutes seules. La famille est assaillie de phénomènes étranges. Point culminant, la photo de la jeune Estefania, pourtant scellée hermétiquement dans un cadre, prend subitement feu sans aucune raison apparente. En novembre 1992, la police fait un rapport complet sur les lieux et confirme les multiples phénomènes inexpliqués. La famille tout entière déménage alors et ce ecto-harcèlement cesse aussitôt, pour de bon. Les nouveaux occupants des lieux, quant à eux, ne se plaindront de rien du tout. Cette affaire fera même l'objet d'une adaptation, en 2017, par le réalisateur Paco Plaza, que vous connaissez probablement pour le film d'horreur espagnol Rec. Ce film, nommé Veronica, rencontrera un succès assez confidentiel, malgré l'origine pourtant tout à fait authentique de son histoire. Mais ce n'est pas la seule histoire du genre. Mars 1930, un jeune garçon de Buffalo rentre de l'école et trouve le corps inanimé de sa mère, Clotilde Marchand, assassinée avec un marteau. La police découvrira que le meurtre a été perpétré par Nancy Bowen, une guérisseuse de 66 ans, et Lila Jimerson, une enseignante de 36 ans. Les deux femmes avaient reçu leurs ordres d'une planche Ouija, en tentant de contacter le mari défunt de Nancy Bowen, qui était lui aussi guérisseur. Lettre après lettre, la planche avait indiqué « Clotilde m'a tué ». Et Lila Jimerson ne connaissait qu'une seule Clotilde, Clotilde Marchand. Novembre 1933. Mattie Turley, âgée de 15 ans, tire 2 fois sur son père dans leur ferme de l'Arizona. Elle assurera à la police que c'est leur planche Ouija, qu'elle consulte régulièrement, qui lui en a intimé l'ordre. Juillet 1987, Bunny Dixon, Anthony Alan Hall, Daniel Bowen et Elizabeth Towney, deux jeunes adeptes du satanisme, piègent, volent et assassinent un motard en Floride. Les adolescents, qui utilisaient une planche Ouija pour tenter de contacter les démons, affirment avoir reçu l'ordre de graver au couteau sur le torse du motard une croix inversée avant de le cribler de balles. Février 2001, Carol Sue Elvaker, 53 ans, plante un couteau dans la poitrine de son beau-fils, dans leur maison de Minco dans l'Oklahoma. En cause, les ordres de sa planche Ouija. Elle sera reconnue irresponsable de ses actes par un tribunal et enfermée dans un hôpital psychiatrique. Les cas de ce genre sont innombrables et il serait bien imprudent de tous les interpréter par la charlatanerie, c'est-à-dire la manipulation consciente des messages par l'un des participants à la séance de Ouija. Même si je doute pas qu'il y en ait, que ça arrive, les participants choisissent les lettres et trichent. Mais à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez ? Convaincu, pas convaincu? Oui, je sais, c'était bref, mais vous allez comprendre. C'est le moment de la petite expérience. Bon, alors je vous le dis tout de suite, le jeu du jour consiste pas à vérifier les cas que je viens d'énoncer. D'ailleurs, je les ai pas vérifiés, ces cas-là. Là, pour le coup, j'ai pas pris le temps de faire d'autres recherches que vous rapporter texto ce que des sites douteux racontent. Parce que je sais une chose qui fait que c'est obligatoire que des cas de ce genre soient réels, sans qu'il y ait eu de charlatanerie. Autrement dit, mon but c'était pas de débunker ces cas. Vous allez comprendre pourquoi. Les histoires que je viens de vous raconter sont très peu documentées, et pratiquement rien n'est vérifiable. Autrement dit, que ce soit vrai ou pas, il n'y a pas de raison d'y croire, à part l'envie d'y croire. Ce qui est pas ouf comme raison de croire à un truc. Ce n'est pas parce qu'il y a une absence d'explication que n'importe quelle explication satisfaisante devient du coup plus probable. Et ça vaut aussi pour les trucs auxquels vous croyez maintenant. Pensez-y à l'occasion quand vous faites une petite introspection le soir avant de dormir. Tiens, c'est vrai ce machin-là, pourquoi j'y crois encore? Non. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous contraindre à chercher une explication au fonctionnement de la Ouija. Et je vais corser les preuves. On élimine tout de suite toutes les explications à base de contrôle conscient de la goutte. Vous savez, la goutte, c'est le machin qui se déplace. Aucune hypothèse de type « c'est un tel qui a fait bouger la goutte parce que blablabla », d'accord? On part du postulat que les participants sont tous honnêtes, et on essaie d'expliquer comment et pourquoi la Ouija fonctionne réellement, sans avoir recours ni à la charlatanerie, ni au paranormal. Ok? Donc ce sera vraiment l'expérience, le contenu de la vidéo cette fois en fait. Parce que, curieuses et curieux, moi-même j'ai eu beaucoup de mal à croire en l'explication scientifique, en l'explication rationnelle. Et c'est pour ça qu'on va y consacrer un peu plus de temps. J'aurais pu vous faire tout l'historique de la Ouija, mais bon,
ça vous allez trouver ailleurs. Hein. Et puis c'est dans les sources. Alors vous connaissez la rengaine, mettez la vidéo en pause, notez éventuellement vos hypothèses dans les commentaires, hein, histoire d'en garder une trace, hein, pas faire après « Ah mais j'ai eu la bonne réponse, nanana », et qu'en fait vous avez changé d'avis. Et pourquoi pas commenter ensuite votre première hypothèse une fois que vous connaîtrez la véritable explication scientifique. Je vous garantis, vous n'êtes pas prêts. Bon alors ceux qui savent, hein, évidemment, c'est pas du jeu quoi. Ok, c'est bon, on peut continuer? Bien. Parce que tout ça, chers amis et amis, c'était la version convaincante de ces histoires. Il est temps d'y appliquer un peu de méthode Z. Il y a, dans le monde du scepticisme, certains phénomènes assez contre-intuitifs et souvent mal compris qui, par le simple fait qu'ils existent, vont forcément générer de la confusion et créer des croyances fausses. Par exemple, prenez le temps d'y penser, l'effet placebo. On parle, pour résumer grossièrement, de l'activation inconsciente par le cerveau de la production de molécules qui vont avoir un effet physiologique sur l'organisme. Hein, une petite pharmacie interne qui va s'activer. C'est ça l'effet placebo. C'est pas des effets imaginaires, c'est des effets ressentis, mesurables. L'effet le plus connu, c'est l'antidouleur, mais il y a aussi des anti-allergènes, de la régulation des pulsations cardiaques, etc., etc. Vous trouverez des exemples dans la description. C'est pas une vidéo sur le placebo, vous avez compris le principe. Là où je veux en venir, et soyez très attentifs pour ça, c'est que le placebo, c'est quoi? C'est une pilule qui fait rien, on est d'accord. Mais si moi je vous dis que c'est un antidouleur, votre cerveau va se mettre à produire physiquement de l'antidouleur pour accompagner ce soin. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça marche. Mais vous, tout ce que vous voyez, c'est que je vous dis, ça c'est un antidouleur, vous le prenez, et puis vous avez moins mal. Eh bien, réfléchissez. L'existence de ce phénomène oblige l'existence de thérapies inefficaces, qui doivent leur efficacité, en réalité, à l'effet placebo. On est d'accord? Un fonctionnement un peu subtil du corps a pour conséquence l'existence pratiquement obligatoire de pseudomédecine, sans effet propre, mais ayant une efficacité constatée, c'est-à-dire qui va créer des patients satisfaits, alors qu'elle fait absolument rien. Donc gardez bien le mécanisme général en tête, certains fonctionnements du corps ont pour conséquence l'existence de fausses croyances. Et pour vite finir avec le placebo, parce que je suis quand même obligé, tout le monde n'a pas vu toutes les vidéos de ma chaîne, vous comprenez maintenant pourquoi il est indispensable qu'une thérapie prouve son efficacité avec des arguments qui ne pourraient pas être attribués à l'efficacité du placebo. Voilà pourquoi les sempiternels ça marche sur moi, sur mon bébé, sur mon chien, sur mes plantes, ce ne sont pas des arguments de qualité scientifique. Ce sont des arguments qui n'écartent pas la possibilité d'être face à un effet placebo. Et le but, c'est d'écarter cette possibilité. Fin de la parenthèse, on reprend sur la Ouija. Imaginez qu'il existe un placebo qui explique le fonctionnement de la Ouija. Bon alors là, si vous savez pas de quoi je parle, vous devez être dans le fou complet. Je parle de ce qu'on appelle, et que les gens connaissent en général aussi mal que le fonctionnement du placebo, le réflexe idéomoteur. Sacré morceau le réflexe idéomoteur. Bon alors on le dit une bonne fois, tout ce que je m'apprête à dire est sourcé en description, et ça va être un petit peu difficile à croire, alors renseignez-vous bien avant de perdre du temps à me contredire dans les commentaires. Le réflexe idéomoteur est un phénomène psychologique, et psychologique ça veut pas dire conscient ou imaginaire, hein, attention, hein, c'est comme le placebo. Un phénomène psychologique dans lequel le sujet fait des mouvements inconsciemment. Donc voilà, c'est votre corps qui bouge, sans que vous le sachiez. Merci, prenez soin de la méthode avec cette super vanne de la vidéo qui se termine alors qu'elle n'est pas finie. Non mais attends, soyons un petit peu sérieux, comment tu veux, hein? Un exemple vaut mieux qu'un long discours. Alors voilà une petite expérience que vous pourrez facilement reproduire chez vous avec vos amis, ou avec la famille. Alors le protocole, là, c'est un petit peu du fait maison, hein, à partir de trucs que j'ai lus sur le net. N'hésitez pas à améliorer mon principe et à partager vos expériences en commentaire, ce sera très intéressant de voir si vous trouvez des façons plus efficaces de mettre en avant l'effet idéomoteur. Il faut évidemment plusieurs participants pour être sûr de réussir votre tour. Vous aurez besoin, par participant, d'un CD, ou un Blu-ray ou un DVD, d'un morceau de papier blanc et d'un morceau de papier noir. Ou n'importe quoi qui ressemble, hein. Moi j'ai pris un post-it et un disque dur noir. Et oui, je vais vous montrer les résultats de ma propre expérience. Mais d'abord voilà ce que j'ai raconté à mes victimes. Je leur ai expliqué qu'on allait tester la chromatographie digitale, la capacité des doigts à percevoir les variations de lumière et de couleur. L'expérience consiste à d'abord positionner sa main gauche au-dessus du CD et de caresser sa surface, du bout des doigts, en calant le CD avec la paume, comme ça il glisse pas trop sur la table. Je demande à mes participants de confirmer que la surface est lisse et qu'elle glisse facilement sous leurs doigts. Et je leur explique ensuite ce qui va se passer. Je leur dis que lorsque leur main droite sera au-dessus de la feuille blanche, les doigts de la main gauche vont continuer à glisser. En revanche, lorsque leur main droite passera au-dessus de la feuille noire, les doigts de leur main gauche commenceront à adhérer au CD,
démonstration. Bon, c'est un petit peu le bordel, mais on va faire une expérience de chromatographie digitale. Apparemment, les doigts sont tellement sensibles qu'on arrive à capter les variations de couleurs juste avec les doigts, ce qui est complètement dingue. Et donc, ça se traduit par des petites inflexions au niveau de l'ensemble des doigts, parce que tous les doigts sont connectés hein, dans le cerveau, etc. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous allez voir, c'est très simple, il y a un CD, vous avez chacun un CD, enfin c'est un DVD, et en fait, le fait que ce soit réflexif, ça accentue l'effet, et en fait, il faut que vous sentiez avec vos doigts, vous voyez, la surface là, elle glisse, elle n'attache pas. Vous sentez bien que là, les doigts glissent sur le CD, il n'y a aucun problème, d'accord? Et vous allez voir que c'est incroyable, c'est que dès que vous allez passer votre main au-dessus d'une surface noire, vos doigts vont se mettre à coller sur le CD. Allez-y, frottez le CD au-dessus en gardant l'autre main au-dessus de la feuille blanche. Attends, si ça se passe vraiment, c'est Donc fou. frotte tes doigts sur le CD en gardant ta main au-dessus de la feuille blanche. Et tu vas voir que quand tu vas passer au-dessus du noir, tes doigts vont commencer à adhérer sur le CD. C'est-à-dire, mets ton autre main au-dessus du noir et frotte sur le CD. Oh, c'est fou. Attends, c'est dingue. Mais attends, mais comment c'est possible? Et si je repasse là, normalement, ça le fait plus. Ouais. Et c'est une dinguerie, ce truc. Mais comment c'est possible? Ben ça ne l'est pas. Je viens juste de faire de la suggestion. C'est ce qu'on appelle le réflexe idéomoteur. Attends, tu m'as manipulé? Ouais, totalement. Mais pourtant, je t'assure qu'en vrai... Bah maintenant que tu me l'as dit... Un peu. Mais pourtant, je te jure... Ouais, ça reste. Là, on sent un petit truc, mais... En vrai, il n'y a rien du tout. J'ai totalement inventé cette expérience. Donc ça veut dire que je suis trop créative. Non, ça veut dire que t'es comme absolument n'importe qui. Voilà, bon alors là c'est pas d'un très grand niveau scientifique, hein. Pour vraiment conduire cette expérience correctement, il faudrait plusieurs groupes qui seraient ensuite comparés les uns aux autres, et il faudrait par exemple un groupe à qui on demande de produire tous les gestes, sans leur donner plus de précision, et leur demander de signaler s'ils sentent une variation de l'adhésion des doigts en fonction de ce qu'ils font. Et comparer ça à un groupe à qui on donne le récit, que je viens de faire, de la chromatographie digitale. Mais tout ça, c'est pas très nécessaire parce que des études sur le réflexe idéomoteur, il y en a un paquet, et ils sont dans les sources. Mais elles sont pas toujours évidentes à comprendre, alors je voulais vous fabriquer un petit protocole un peu simple à mettre en place, à faire à la maison. Je vous cache pas que ce qui m'éclaterait vraiment, c'est que vous me partagiez des vidéos où vous faites le test avec vos amis, votre famille, etc. Si vous faites ça, promis, je mets tout dans la description. Là, tout en haut. En dessous du lien à Bomanga quand même, hein, parce que c'est le sponsor. Alors vous allez me dire, intuitivement, et je le comprends, ok, très bien, mais entre ton test là et une Ouija qui donne des ordres, il y a quand même un écart, quoi. Alors certes, en première appréciation, moi aussi, c'est l'impression que j'ai. Mais est-ce que c'est vrai? Imaginez simplement qu'on remplace ma feuille blanche et ma feuille noire par les mots oui et non. Et imaginez qu'au lieu de vous parler de chromatographie digitale, je vous ai plongé dans une ambiance lugubre, que je vous ai raconté une histoire de fantômes, et qu'on ait appelé les esprits pour qu'ils fassent adhérer vos doigts selon le fait que la réponse soit oui ou non. Imaginez qu'on ajoute, en plus du oui et du non, toutes les lettres de l'alphabet. Est-ce que ça rend l'explication du réflexe idéomoteur moins probable? Absolument pas. Dans le cadre de la Ouija, l'expérience est encore plus stupéfiante, dans la mesure où il est le résultat d'une décision inconsciente collective. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment pendant une séance Ouija? Eh bien, les participants, tous de bonne foi, dans l'exemple que je vais prendre, vont poser une première question, par exemple, Esprit, quel est ton prénom? Le réflexe idéomoteur va induire un premier mouvement, et tous les participants, en tentant de le suivre, vont arriver sur une première lettre, au hasard. Mettons que la goutte s'arrête sur la lettre G. Jusqu'ici, il n'y a rien d'inexplicable, on est d'accord. Le réflexe idéomoteur reste une explication valable, à préférer même. Et qu'est-ce qui va se passer quand la goutte va se mettre à chercher la seconde lettre? Inconsciemment, cette seconde lettre, elle va commencer à composer un prénom. Il est très peu probable que le réflexe idéomoteur groupé de chacun pousse la goutte à s'arrêter sur un Z. Elle va très probablement s'arrêter sur une voyelle, par exemple un A. Et le nom Gary, ou Gaël, ou Gaëtan va progressivement apparaître dans l'esprit des gens, inconsciemment. Ou consciemment, mais pas tant que ça. Et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre. Le réflexe idéomoteur, c'est pas quelque chose qui fait n'importe quoi. Il fait ce que la suggestion mentale du sujet lui dit de faire.
Et que cette suggestion provienne de moi qui raconte une histoire de chromatographie digitale, ou du sujet lui-même, qui sait quels noms sont encore possibles, quelles lettres sont encore possibles pour faire des prénoms. Eh bien, curieuses et curieux, qu'est-ce que ça change? Donc, malgré les apparences, non, il n'y a aucune différence notable entre mon expérience et une séance de Ouija. En tout cas, au niveau des mécanismes psychologiques en jeu. Et si je l'affirme, c'est parce que ça a été largement démontré dans des expériences scientifiques, que vous retrouverez aussi en description, dans lesquelles on bandait les yeux des participants qui faisaient de la Ouija. Et ça a eu pour conséquence que la goutte s'est mise à dire du charabia. Elle continue à se déplacer, mais les lettres sur lesquelles elle tombait formaient des mots incompréhensibles. Vous trouverez d'ailleurs une vidéo réalisée par mes collègues de la Tronche en Biais sur ce sujet. J'espère par là même que ma vidéo rajoutera un petit peu de crédit à la personne qui a fait les frais du réflexe idéomoteur dans cette vidéo. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'existence même de certains effets difficiles à comprendre implique de facto l'existence de certaines fausses croyances. Le fait que le réflexe idéomoteur soit une réalité implique qu'il va générer des fausses croyances pour l'expliquer. Et vous comprenez à présent un peu mieux les similitudes que je voulais montrer entre l'effet placebo et le réflexe idéomoteur. Le simple fait que le réflexe idéomoteur existe implique forcément que des fausses croyances vont se développer sur l'idée que des mouvements sont attribués à une force extérieure au sujet. Autrement dit, comme pour le placebo, avant d'affirmer qu'un phénomène est paranormal, il faut démontrer qu'il n'est pas le fruit du réflexe idéomoteur. Parce que si on ne peut pas faire une différence entre une explication parfaitement connue et une explication totalement inexplicable, si on ne peut pas faire la différence entre ces deux hypothèses, pourquoi choisir l'hypothèse paranormale? Pour quelle raison? On est d'accord que l'existence du réflexe idéomoteur fait que ces fausses croyances existent forcément. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête? Allez-y, réfléchissez quelques instants, mettez la vidéo en pause, tout ça. Non mais vraiment, je vous donne des opportunités de faire tourner vos ménages, enfin moi je les saisirai en tout cas. C'est bon? Vous avez trouvé au moins un exemple? Bien. Petit florilège de pratique qu'on doit au réflexe idéomoteur. Donc là, elle réécrit Lulu. Je vais charger le pendule. Ah oui, voyez, là, il veut réagir. Voyez. Si je sens des glissements dans les mains. Il y aura une réaction des différents outils de sourcier que j'aurai entre les mains. Et voilà, curieuses et curieux, je vous renvoie bien entendu vers mes sources pour continuer à creuser ce passionnant sujet. Avant de vous livrer ma conclusion, eh ben le classique merci à tous mes soutiens sur Utip, sur Tipeee. Vous savez que c'est important, vous savez que je suis obligé de vous motiver à me soutenir, à soutenir la chaîne. Tous les youtubeurs sont des cybermendiants, hein. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Sauf vos dons, il n'y a pas de vidéo, alors merci du fond du cœur à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de donner même 1 euro, hein, le truc qu'on sent pas passer. Si tous les abonnés faisaient ça, j'aurais absolument plus à le faire pendant 5 ou 6 ans. Voilà, c'est complètement démentiel. Merci les tipeurs, chacun de vos gestes est grand, et j'en suis, croyez-moi, parfaitement conscient. Bon, c'est le moment de vous livrer ma conclusion. Est-ce que tout ça démontre qu'il n'y a pas d'au-delà? Qu'il n'y a pas moyen de communiquer avec les esprits, en tout cas? Eh ben non, certainement pas, en fait. Tout ce que ça démontre, et c'est subtil et il faut vraiment y prêter attention, c'est qu'il n'est pas possible de faire la différence entre l'effet d'un esprit, dont on a à ce jour toujours pas su démontrer l'existence, et l'effet idéomoteur dans le cadre de la Ouija. La Ouija ne peut pas démontrer l'existence des esprits, à moins de réussir le test des yeux bandés. Mais dans la mesure où elle ne raconte jamais rien de compréhensible une fois qu'on bande les yeux des participants, le plus prudent, ça reste de penser que la Ouija ne peut pas servir de preuve, pas même d'indice, de la possibilité de communiquer avec les esprits, ou les démons, ou l'au-delà, ou ce que vous voulez. Alors la réponse est oui, la Ouija tue, bel et bien, mais uniquement à cause du placebo du spiritisme, le réflexe idéomoteur. Alors prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne.